Moi, je raconte des histoires. Je raconte des histoires de trafiquants. Des trafiquants à tous les niveaux, hein, au petit niveau, aux ministres, au gouvernement, aux députés, au président. J'espère que vous avez compris. Donc, je raconte des histoires de trafiquants. Je répète, je raconte des histoires de trafiquants à tous les niveaux. Mais avec les rebuts de la société de consommation. Je fais des masques qui sont la réalité, le vrai visage des gens. Derrière ces masques, il y a pas mal d'histoires, il y a la vie de tous les jours, il y a les plaintes de tous les jours, il y a la souffrance de tous les jours, mais que je tourne simplement en dérision. Moi, c'est l'histoire que je raconte avec les bidons, avec les rebuts de la société de consommation. Parce que derrière un bidon, il y a un homme. Derrière un bidon, il y a la souffrance. Parce que j'imagine, si on vous donne juste une mobilette, chargée de 520 litres d'essence, et on vous dit, vous amenez ça de Genève à la frontière, je ne vois pas beaucoup de gens qui peuvent monter dessus. Mais chez nous, il y a des gens qui sont obligés, parce qu'ils n'ont plus le choix, de monter. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de nourrir leur famille. Donc c'est cette histoire-là que moi je raconte. Donc c'est juste une toute petite partie que vous allez voir là-haut. Après, comme vous êtes curieux, je suppose, vous allez chercher après, vous verrez. Ils sont au dernier étage, au deuxième étage. C'est une série que j'ai faite en Mauritanie et justement sur un cimetière de bateaux qu'il y a à Nouadhibou, dans la ville du Nord, en aventure avec le Sahara occidental. Tout mon travail, c'est autour de la mobilité et du voyage en fait. Et là, ce qui m'intéressait justement dans cette série photographique, c'est que justement, c'est des bateaux qui ne voyagent plus, puisque c'est des bateaux, c'est des épaves. C'est un cimetière de bateaux. Donc voilà. Donc c'était la mort du voyage, ça s'appelle The Death of a Journey, la mort du voyage. Mais c'est aussi un lieu où il y a beaucoup de jeunes gens qui essayent de partir vers l'Europe de ce point-là, c'est-à-dire près de ces bateaux qui sont justement, qui ne bougent plus. Il y a aussi ces jeunes qui essayent de partir vers les îles Canaries. Je vais m'arrêter là. Et on voit la nef d'une église avec du monde dedans, c'est des Tunisiens qui sont en train de chanter No. Mais à la manière comme dans un rituel, dans l'église. Au lieu de dire Amen, c'est plutôt Non. Et je parle de navire parce que la nef, ça vient du navire, l'arche de Noé. Et l'idée de l'église, c'est un peu l'espace pour sauver les âmes, les gens, pour les transmettre d'un lieu à un autre. Et ce travail, il est aussi sur l'immigration. Ça recoupe d'une manière plus invisible l'idée de traverser la Méditerranée, mais cette fois-ci avec des petits bateaux où on sait comment ça se passe justement pour les gens. Et ce qui m'a inspirée pour cette œuvre-là, c'est un épisode dans ma propre biographie. J'ai voulu aller, en fait on m'a invité à un artist talk à Londres et j'ai pas pu recevoir le visa. Plutôt je l'ai reçu trop tard, donc j'ai raté mon talk. Et la coïncidence a fait que c'était pendant juste la période après la révolution tunisienne, lorsqu'il y a eu 20 000 Tunisiens qui ont immigré à Lampedusa. Et ça a créé une crise à l'intérieur de l'Europe. La France et l'Italie, ils ont pensé carrément de suspendre les accords de Schengen parce que les Italiens ont décidé de donner des visas pour tous ces Tunisiens en pensant qu'ils vont automatiquement bien sûr rejoindre leur famille ou bien ils ont plus de liens avec la France. Bon, alors moi je me suis dit probablement c'est une coïncidence que je n'ai pas reçu mon visa. On a pensé peut-être que je suis une Tunisienne de Lampedusa parce que normalement pour obtenir le visa à ce moment-là ça aurait pris peut-être 10 jours ou 2 semaines maximum, tel que c'était noté, et moi ça m'a pris 2 mois. Et ce qui m'avait étonné le plus c'était surtout le questionnaire que je devais remplir et j'étais dans une situation presque surréelle où en répondant, c'était presque supposé que j'étais terroriste. Il fallait toujours dire non, c'était impossible de répondre par oui. Et la situation était entre le comique et le triste. Et dès que j'ai rempli le questionnaire, pour moi c'était clair que c'est tellement absurde qu'il fallait travailler avec ça. Voilà. Et donc l'idée de la liturgie, du bateau, c'était aussi par rapport à ces deux côtés de la Méditerranée, parce que les Tunisiens, disons les Africains qui regardent l'Europe, ils regardent le continent chrétien avec de l'espoir.
Et ce n'est pas aussi évident que ces gens-là ne sont pas toujours rejetés, donc c'est pas noir ou blanc, on est dans le gris. Souvent ils sont aussi accueillis, souvent aussi ils sont rejetés. Il y a une espèce de cynisme, mais aussi il y a de l'accueil. Donc l'œuvre, elle transmet toutes ces préoccupations avec une touche d'humour, mais aussi une lecture ouverte pour voir cette question de la frontière. C'est un peu comme, disons, la frontière entre le paradis et l'enfer. Qui peut rentrer, qui peut ne pas rentrer. Un peu aussi les frontières entre l'Europe et l'Afrique. Qui a le droit de rentrer, qui n'a pas le droit de rentrer. I make paintings primarily, and the narratives that I try and bring across in the work are narratives that are universally applicable. So they are about stories that someone, whether you're a Polish immigrant moving to the UK, for instance, would experience, or whether you are a young kid from a poor background in South Africa moving into, the city. There are similar kind of human narratives that people experience, and yeah. Réalisé en 2012, que j'ai eu à appliquer sur des assiettes fabriquées à la manufacture de Sèvres. C'est une inspiration d'un verset biblique, Judith Fossing Holoferne, qui tranche la tête d'Holoferne, qui est un homme méchant, qui est un dictateur dans un pays et terrorise tout le monde. Et donc Judith Holoferne tombe amoureux de Judith, et Judith dans la nuit tranche sa tête. Et cette série de dessins sur plus de 10 dessins sont appliqués sur des verres que j'ai eu à fabriquer, sur des vases que j'ai eu à réaliser à la manufacture de Sèvres. Donc ici on a ces maquettes de dessins. Et à côté on a aussi mon travail de dessin de part et d'autre, où la beauté côtoie la douleur et la violence. Et il y a surtout le projet que je réalise aujourd'hui en Afrique, le projet de centre d'art qui est lié aussi à un projet agricole, parce que je me suis dit qu'en tant qu'artiste de la diaspora, il fallait qu'on puisse agir sur le continent et faire des œuvres qui vont pour le développement de l'Afrique. Et donc, ayant des capacités dans le domaine de l'art, je me suis dit qu'il fallait redonner cela à l'art. C'est un appel à toute la diaspora, qu'on a un devoir sur le continent de redonner une partie de notre connaissance pour le développement de l'Afrique. Et comme j'ai une formation artistique, j'ai créé un centre d'art au Cameroun où les artistes africains et les artistes internationaux vont venir résider et faire des projets en adéquation avec le site et son environnement. Donc, pas loin de ce site, on a créé des plantations de 5 hectares de caféiers pour aussi critiquer le prix du café et des matières premières sur le marché mondial. Comme le disait Léopold Sédar Senghor, que les prix sont fixés par l'Occident et cela pénalise les agriculteurs du Sud. Et en tant qu'artiste, j'ai voulu critiquer cela. On a une plantation où on cultive notre propre café et on va le torréfier et le mettre dans des emballages lithographiés et nous-mêmes fixer le prix de ce café. C'est un petit peu là ce projet agricole de Banjul Station, mais surtout donner à manger à la communauté. On cultive le manioc, la banane, le maïs et surtout le haricot. Vous savez que le haricot est un élément nutritif très riche et qu'on a eu à donner cela aux esclaves, d'abord à Gorée pour préparer la traversée de l'océan Atlantique. Il fallait que les esclaves soient en bonne santé et on leur donnait, on mangeait du haricot. Et donc j'ai des espèces de haricots du Sénégal, du Cameroun que j'ai eu à récolter, qui sont plantés au Cameroun dans une agriculture biologique pour donner à cette communauté de Banjul qu'on puisse d'abord manger et venir faire de l'art dans cette résidence que j'ai appelée Banjul Station. Et il y a aussi cette critique toujours du prix des matières premières
fixé par l'Occident, au sol, avec ces cartons de bananes scotchés au sol, que nous, visiteurs de l'exposition, on piétine, on proteste, on marche sur des vraies bananes en fait. Parce que ces bananes, les conditions dans lesquelles les gens travaillent dans les plantations de bananes ne sont pas les conditions comment dirais-je, les conditions de travail ne sont pas parfois respectées, mais aussi ceux qui travaillent dans ces plantations n'ont pas une vie décente par rapport à leurs revenus. Donc c'est un tout, c'est une salle globale avec non seulement un saut de ressentis humains où la beauté de ces dessins côtoie la violence, mais aussi des critiques par rapport à ce que la diaspora africaine doit faire aujourd'hui. Merci. Donc le mur que vous pouvez voir, et je suis très content que le mur est dans cette exposition, est un film que j'ai fait peut-être pour deux envies importantes pour moi et qui suivent et qui sont là dans tous les films que j'ai faits. J'ai toujours beaucoup de plaisir à filmer la rue au Maroc. Je trouve que c'est un spectacle permanent, qu'il y a de la poésie dans chaque coin de rue, que l'imagination est débordante, que le fait que ce n'est pas très organisé, évidemment, ouvre sur la poétique tout de suite. Donc dans ce film-là particulièrement, c'était cette envie-là d'inventer des scènes qui viennent directement de la rue marocaine, d'avoir ce mur qui finalement devient lui le personnage principal. C'est un film où les hommes traversent cette rue, donc il n'y a pas de retour, il n'y a pas un personnage qu'on développe. C'est le mur qui est le personnage qui a une espèce de témoin et en même temps il reçoit leurs chagrins, leurs envies, leur bonheur, leurs désirs. Et il y a un regard sur le monde, oui, mais porter un regard aussi sur le type de travail. C'est-à-dire sur la forme, sur ce que c'est que le cinéma, sur le langage cinématographique. Et ce film-là fait partie de cette quête, si je peux dire, qui traverse tous mes films, qui est de se mesurer aussi à la forme et de dire le fond est toujours là. C'est comme se dire, est-ce que le film va être marocain? Oui, le film est marocain, évidemment, même si, parce que ma marocanité, je la porte avec bonheur et des fois malgré moi aussi, avec des douleurs aussi. Donc elle est là. Elle n'a pas besoin d'être porté comme un étendard, mais ce qui nous lie tous, c'est la forme, et la forme, en plus, je pense, c'est la chose sur laquelle on ne peut pas tricher, alors que sur le fond, on peut tricher. On peut faire un film progressiste, mais avec une forme qui ne l'est pas, qui, elle, je crois, dit vraiment ce qu'est l'artiste, parce qu'on peut facilement se dire progressiste, mais l'être profondément, c'est l'être dans la forme de ses œuvres. Moi, en fait, je suis très content d'être dans cette expo parce que la plupart des artistes qui sont ici, c'est dans des foires qu'on se croisait où c'était autour des catalogues d'artistes que je voyais les travaux et partager ces moments avec eux, discuter avec eux au-delà des images et puis des expos, c'est un réel plaisir. Sinon, la pièce que je montre en haut, c'est une œuvre qui s'appelle Saraba. Et en fait, Saraba, c'est un pays légendaire, quelque part en Afrique, où les gens en quête de sagesse, de bien-être et de recherche ou de savoir, allaient se réfugier là-bas. Voilà, donc c'est une œuvre qui parle d'un endroit où on est à l'abri des problèmes, des guerres, voilà, des mal qui touchent un peu l'Afrique. Et donc sur cette œuvre, on voit des gens qui sont assis et au reflet des lunettes qu'ils portent, on voit les conflits qui se passent en face, c'est-à-dire à l'extérieur. Voilà. Donc c'est une œuvre qui parle de la mémoire, de tout ce qui se trouve dans des boîtes en carton que j'ai mis. En fait, le contenu des boîtes, c'est ce qui reflète en fait sur le dessus, sur la surface en fait. Voilà. Donc c'est une pièce qui parle de ça. Je voulais rendre hommage
mon père, Frédéric Boivré, et remercier Adelina de m'avoir invité ici. Et dans la pièce de là-haut, vous verrez une grande série qui parle du riz. Et mon père, le riz était important pour lui. Tout le monde a le droit. Tout le monde a le droit. Et tout le monde doit vivre. Tout le monde doit vivre. Et qu'on soit africain, qu'on soit asiatique, qu'on soit chinois, tout le monde doit vivre. Et c'est pour cette raison qu'il a intitulé sa série « La liberté de rire appartient à tout citoyen pour conduire son peuple vers le bien-être. Lorsque nous sommes à la maison, étant père de famille, étant mère de famille, lorsque nous ne rions pas, les enfants ne sont pas contents. Et c'est en riant qu'on peut apporter le bien-être à l'humanité. Et mon père, ce qui était pour lui important, c'était la parenté universelle. Pour lui, nous sommes tous parents. Tu es dans moi, je suis dans toi. Nous sommes tous parents. Et il nous disait chaque jour, parce qu'il travaillait aussi chaque jour. Et un jour, je lui ai demandé, mais papa, et l'Afrique, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, mais mon petit, l'Afrique n'a pas besoin de développement. L'Afrique a seulement besoin de paix.